Dans la vidéo précédente, on a vu deux mesures qui nous permettaient de quantifier la dispersion d'une population. On a vu l'étendue et on a vu l'écart interquartile. L'étendue, je l'ai représenté ici graphiquement, sur l'axe ici qui correspond toujours au nombre de glaces par client. On voit que chaque point représente ici un individu, c'est pour l'exemple, et l'étendue, ça correspond à la différence entre le minimum et le maximum. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Donc la distance ici, ça représente l'étendue et c'est une manière de quantifier la dispersion d'une population. Une autre manière de faire, je l'ai représenté ici, c'est via l'interquartile. L'interquartile, il consiste à calculer la différence entre le troisième quartile et le premier quartile d'une population. Donc on voit ici que l'écart interquartile, c'est une mesure qui est un petit peu moins extrême parce qu'on ne considère pas ici les 25% des valeurs les plus extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite de la population. Un point faible de ces deux mesures, c'est qu'elles ne prennent en considération que quelques valeurs. Pour l'étendue, on prend typiquement deux valeurs en considération, on prend le minimum et le maximum. Et pour l'écart interquartile, on prend aussi deux valeurs, ou peut-être un peu plus si la coupure est entre deux valeurs, mais au final, on prend ici une valeur, deux valeurs, éventuellement trois ou quatre, mais ça reste très peu. Il pourrait être intéressant de venir avec une mesure de dispersion d'une population qui prendrait en compte toutes les valeurs, tous les individus de la population. Et c'est ce que font la variance et l'écart-type. La variance et l'écart-type, ce sont deux mesures qui fonctionnent comme suit. La première étape, c'est de déterminer une valeur centrale dans la population, et cette valeur centrale, c'est la moyenne arithmétique qu'on a vue précédemment. Je vais la représenter ici par ce petit losange rouge, donc ça c'est la moyenne. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est pour chacun des individus, calculer la distance qui les sépare de cette valeur centrale qu'est la moyenne. Donc pour ce premier individu, la distance qui le sépare, c'est la distance suivante. Pour ce deuxième individu, la distance qui le sépare, c'est la distance suivante. Pour cet individu, c'est la distance suivante. Ici, pardon. Pour cet individu, la distance qui le sépare, c'est la distance suivante. Pour ce dernier individu, la distance qui le sépare, c'est cette valeur. On en a presque fini. Encore deux. Celui-là. Et pour le dernier individu ici, qui est le maximum, la distance qui le sépare de la valeur centrale qui est la moyenne, c'est cette distance-là. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté de la population. C'est maintenant chose faite, toutes les lignes rouges ici correspondent à la distance entre un individu et la valeur centrale qui est la moyenne dans la population. Calculer la variance ou calculer l'écart-type, qui sont deux mesures qui se ressemblent beaucoup, ça consiste, avec un gros raccourci, à additionner toutes ces distances qui séparent chacun des individus de la moyenne. Donc si on additionne ici toutes ces lignes rouges, on obtient une valeur et cette valeur, elle quantifie la dispersion. Et on peut assez facilement sentir l'idée qui se cache derrière le calcul de la variance et de l'écart-type. Admettons qu'on ait une population qui soit très très dispersée. Donc admettons que j'étende ici l'axe horizontal qui correspond au nombre de glaces par client. Si j'ai une population qui est très dispersée, mes individus seront très loin à gauche et très loin à droite sur cet axe. Et les lignes rouges qui représentent la différence entre chacun des individus et la moyenne seront de grandes lignes rouges. Et si je devais maintenant additionner toutes ces grandes lignes rouges, j'obtiendrais un nombre très grand, donc une population très dispersée. A contrario, si j'ai une population qui est beaucoup plus homogène, tous mes individus ils vont se situer proches de la moyenne et toutes les lignes rouges ici seront des lignes qui seront petites. Et du coup, si je les additionne, j'obtiens une petite quantité, j'obtiens une petite valeur et ça correspond à une population qui n'est pas très dispersée. Ça, c'était pour l'intuition. Comme je l'ai annoncé, on a pris ici un gros raccourci juste pour sentir l'idée qui se cache derrière le calcul de la variance et de l'écart-type. Ce que l'on va faire maintenant, c'est calculer effectivement la variance. En bas de l'écran, on retrouve maintenant la formule pour calculer la variance. On va interpréter cette formule ensemble. On va commencer par xi. Xi, comme dans la formule pour la moyenne, ça correspond à tous les éléments que l'on va additionner. Et x bar, ça correspond à la moyenne qu'on a déjà calculée dans les vidéos précédentes. Xi moins x bar, ça correspond à la différence entre un élément et la moyenne de la population. Donc ça correspond à la ligne rouge que l'on a tracée au début de cette vidéo. Et cette différence-là, on va la mettre au carré. Cette expression ici, on la connaît, on l'a déjà vue dans l'expression sur la moyenne. Elle indique qu'on va devoir faire une somme. On va devoir faire une somme de chacune des différences de, en fait, chacun des éléments avec la moyenne
différences que l'on aura mis ensuite au carré. Donc on va devoir sommer plein de différences que l'on met au carré, et le tout, on va devoir le diviser par n, n étant le nombre d'individus dans la population. Ça aussi, on l'a déjà vu dans le passé, on sait que n ici, c'est égal à 11, car on a 11 individus. Comme vous le voyez, c'est un calcul qui est assez sophistiqué, donc ce que l'on va faire, c'est procéder étape par étape, et on va s'aider de ce tableau pour calculer la variance de cette population. Et on va, comme d'habitude ici, ne s'intéresser qu'à une seule variable, et la variable à laquelle on s'intéresse ici, c'est le nombre de glaces achetées par client. Je rappelle ici que ces données, c'est exactement les mêmes que les données de la table de départ avec laquelle on a travaillé depuis le début de ce cours. Ici, j'ai simplement retranscrit les données de cette colonne, le nombre de glaces achetées. Donc, c'est pour cette variable-là que l'on va calculer la variance. J'ai donc retranscrit toutes ces informations ici, et il s'agit maintenant de calculer la moyenne de la distribution, qui est en fait une valeur que l'on va répéter pour chacune des lignes ici. Alors la moyenne, on l'a déjà calculée dans les vidéos précédentes, mais on va le refaire ici pour l'exercice. Pour calculer la moyenne, on sait qu'on doit sommer tous ces éléments, et ensuite diviser le total par 11, parce qu'on a 11 individus. Alors ici, si on fait la somme de 7, plus 1, plus 2, plus 7, plus 6, plus 14, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 4, on sait que ça fait 46, on l'avait calculé par le passé. Et si je divise maintenant 46 par 11, qui est le nombre d'individus ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'obtiens 4,2. Donc ça, c'était la valeur qu'on avait trouvée précédemment. Et cette valeur 4,2, ça correspond à la moyenne arithmétique, et je vais retranscrire cette valeur ici pour chacune des lignes. C'est maintenant chose faite, on a maintenant calculé le x-bar dans la formule de la variance. Le x-bar, il est systématiquement égal à 4,2. Ce que l'on va faire maintenant, c'est calculer la différence entre xi et x-bar. Xi moins x-bar, ça correspond à l'opération colonne 1 moins colonne 2. Donc pour chacune des lignes ici, je vais calculer xi moins x-bar. x1 moins x-bar, x2 moins x-bar, x3 moins x-bar, jusqu'à x11 moins x-bar. Alors c'est parti, on va faire ça avec la première. Ici, j'ai 7 moins 4,2. 7 moins 4,2, ça me donne 2,8. Donc je note ici la valeur 2,8 au tableau. Et je vais faire de même pour chacune des valeurs. C'est maintenant chose faite, j'ai calculé pour chacune des lignes la différence entre xi et xbar, entre le nombre de glaces achetées pour un individu et la moyenne de la population. Chacune des différences ici, elle correspond à une ligne rouge que j'avais précédemment tracée sur mon dessin. Et on pourrait se demander maintenant pourquoi est-ce que l'addition de toutes ces différences, ça ne nous donne pas déjà une information sur la dispersion. La réponse est la suivante. Dans cette colonne, j'ai des résultats qui sont positifs et j'ai des résultats qui sont négatifs. Si j'additionne des résultats positifs avec des résultats négatifs, je vais me ramener à une valeur qui est relativement proche de 0. Au final, toutes les données qui sont très positives vont compenser les données qui sont très négatives, et au final, je n'aurai pas vraiment d'informations sur ma dispersion. C'est comme si toutes les grandes barres qui partaient vers la droite étaient compensées par les grandes barres rouges qui partent vers la gauche dans mon dessin. Donc ce n'est pas une bonne manière de quantifier la dispersion, parce que les nombres positifs compensent, annulent les nombres négatifs. Une manière de résoudre ce problème, c'est de rendre tous les nombres de cette colonne positifs. Et une manière de les rendre positifs, c'est de les mettre au carré. Et c'est ça que l'on va faire dans la toute dernière colonne. Dans cette dernière colonne, ce que l'on va faire, c'est mettre au carré chacun des chiffres ici, chacun des nombres qui se trouvent dans la colonne précédente. C'est parti, on va le faire avec le premier élément. 2,8 au carré, ça fait 7,84. Pour la deuxième ligne, moins 3,2, c'est un nombre qui est négatif, mais si je le mets au carré, j'obtiens un nombre qui est positif. Moins 3,2 fois moins 3,2, ça fait 10,24, qui est un nombre positif. Que le nombre mis au carré soit positif ou négatif, le résultat, après la mise au carré, sera positif de toute façon, et on pourra ensuite sommer tous ces résultats. Et le résultat qu'on obtiendra ici, ça sera presque la variance. Il restera à diviser le tout par 11. Je vais commencer par finir de compléter cette colonne ici, donc je vais calculer le carré de chacun de ces éléments. C'est maintenant chose faite, tous les éléments ici ont été calculés, et si maintenant je les additionne, j'obtiens comme résultat 165,64. Cet élément ici, ça correspond à tout ça. On a ici calculé la somme de la différence de xi moins xbar, le tout mis au carré. Ça c'était les xi, ça c'était les xbar, ça c'était xi moins xbar, et ça c'est xi moins xbar, le tout au carré, et ça c'est la somme du tout. Donc tout cet élément ici, ça correspond au 165,64. Il reste maintenant à diviser ce total par 11 pour obtenir le résultat de notre variance. Et c'est ce que l'on va faire ici. 165,64. Le tout divisé par 11, ça nous donne approximativement 15,06. Et ça, c'est la variance de
cette population lorsque l'on regarde le nombre de glaces achetées par client. L'interprétation de la variance, ce n'est pas l'interprétation la plus facile. On sait un petit peu l'idée qu'il y a derrière, c'est l'addition des lignes rouges si on s'en réfère à mon dessin en début de vidéo, mais une variance de 15,06, on ne sait pas vraiment dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. On sait qu'une variance qui est égale à 0, ça correspond à une population qui est parfaitement homogène. Ça correspond à une population où chacun des individus consommerait exactement 4,2 glaces. Ça correspond à une population super homogène, et pour une population comme ça, on aurait une variance de 0. Ici, il s'agit forcément d'un exemple absurde parce qu'on ne peut pas manger 4,2 glaces, étant donné que c'est une valeur discrète, on peut manger 4 glaces ou 5 glaces mais pas 4,2. Mais une variance égale à 0, ça correspond en gros à une population où tous les individus sont exactement les mêmes. La population est parfaitement homogène. On peut donc interpréter ce que signifie une variance nulle, mais c'est à peu près tout. On ne peut pas dire si une variance de 1, ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, c'est grand ou petit. Ce que l'on peut faire, c'est comparer deux populations et comparer leurs variances, et alors on peut comparer si une population est plus dispersée que l'autre. Si par exemple j'ai un deuxième magasin de glace pour lequel je calcule aussi la variance et j'obtiens une variance de 30, alors je sais que mon premier magasin ici, il a une population qui est moins dispersée que mon deuxième magasin. Donc on peut utiliser deux variances pour comparer la dispersion de deux populations différentes, mais pour une population, la variance ici, c'est un chiffre qu'on ne peut pas vraiment interpréter. C'est un nombre, pardon, qu'on ne peut pas vraiment interpréter. Et c'est là qu'intervient l'écart type. Pour interpréter la variance, ce que l'on peut faire, c'est simplement la mettre sous une racine carrée. Si je prends la racine carrée de 15,06, qui est ma variance, si je calcule la racine carrée de cette variance-là, j'obtiens comme résultat 3,88 approximativement, 3,88, et ça correspond à l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et si on a décidé de mettre une racine carrée ici, c'est en quelque sorte pour compenser l'effet de la mise au carré que l'on a fait dans la dernière colonne lorsque l'on a calculé la variance. Pour inverser cet effet-là, ce que l'on fait, c'est on rajoute une racine carrée. Pour rappel, on avait décidé de tout mettre au carré pour faire en sorte que les résultats ici de cette troisième colonne deviennent tous positifs, et ici on contrebalance cet effet en mettant tout sous une racine. Et ça nous permet de mieux interpréter ce qu'est la dispersion d'une population. Ici, un écart type de 3,88, ça correspond en gros à un écart moyen entre individus de 3,88 glaces. En gros, ici, chaque individu est éloigné de 3,88 glaces des autres. Toute la force de l'écart type, c'est de remettre l'interprétation de la variance au goût du jour. Ici, on retombe sur les mêmes unités. On peut exprimer ce nombre en termes de glace achetée, qui correspond ici à la variable sur laquelle on travaillait. Et on obtient donc ici la formule pour l'écart type. L'écart type, sigma, c'est égal à la racine carrée de la variance qui se note sigma carré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on note la variance sigma carré. C'est parce que la variance mise sous une racine donne l'écart type, et on sait que lorsque l'on met un élément au carré sous une racine, eh bien cet élément il perd son carré. Vous connaissez maintenant les notions de variance et d'écart type. Ce sont deux mesures qui permettent de quantifier la dispersion d'une population. La variance, on sait comment la calculer, l'écart type, on sait que c'est la racine carrée de la variance, et on préfère souvent utiliser l'écart type car il est plus facile à interpréter, parce qu'en fait on parle dans les mêmes unités que les unités de la variable avec laquelle on travaille. C'est tout pour cette vidéo, on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier d'autres mesures. À très vite.